Quand j'ai quitté ma femme ce soir-là, je n'avais jamais prévu de revenir. Après avoir perdu notre bébé, notre mariage était devenu un champ de bataille de reproches et de silence. J'ai disparu sans laisser de traces, me construisant une nouvelle vie loin de tout. Mais le destin en avait décidé autrement. Un accident dévastateur m'a forcé à retourner à Chicago, brisé et vulnérable. Ce que je n'avais jamais imaginé, c'est qu'elle me cherchait toujours, et la femme que je pensais ne jamais revoir était sur le point de frapper à ma porte. Mon nom est Mason Cooper. J'ai 38 ans, et jusqu'à l'année dernière, j'étais concepteur web senior chez Horizon Digital à Chicago. J'avais tout. Une belle femme nommée Grace, un condo au centre-ville avec vue sur le lac Michigan, et une carrière que j'avais bâtie de zéro en 15 ans. J'étais le gars qui arrivait tôt, restait tard, et livrait des projets qui faisaient revenir les clients. Mais tout cela n'avait plus d'importance quand l'intelligence artificielle a commencé à faire mon travail plus vite, moins cher, et parfois même mieux que moi. Grace et moi nous sommes rencontrés lors d'un gala de bienfaisance il y a 7 ans. C'était la talentueuse architecte d'intérieur qui avait attiré mon regard de l'autre bout de la pièce, expliquant avec assurance sa vision à un cercle d'auditeurs impressionnés. Je me souviens encore de son allure ce soir-là. Des cheveux noirs tombant en vagues autour de ses épaules, une robe bleu profond qui correspondait à ses yeux, et un sourire qui m'avait coupé le souffle. « Tu la fixes » avait dit mon ami Jake, me donnant un coup de coude dans les côtes. « J'apprécie la » avais-je répondu sans la quitter des yeux. Quand j'ai finalement eu le courage de l'approcher, nous avons tout de suite accroché. 3 ans plus tard, nous nous disions au Will dans un vignoble en dehors de la ville, entourés d'amis et de familles qui croyaient, comme nous, que nous étions faits l'un pour l'autre. Les premières années de notre mariage furent tout ce que j'avais espéré. Nous étions des partenaires au sens le plus vrai, soutenant nos carrières respectives, faisant des projets pour l'avenir, et créant une maison qui reflétait nos deux personnalités. Quand Grace m'a dit qu'elle était enceinte juste après notre 4e anniversaire, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. J'étais au milieu d'une réunion client quand j'ai reçu l'appel. Grace s'était effondrée à la maison. Au moment où j'arrivais à l'hôpital, il était trop tard. Elle avait perdu le bébé et failli perdre sa propre vie en raison de complications. Je suis resté à son chevet pendant 3 jours, la regardant sombrer et revenir à la conscience, priant un Dieu auquel je n'étais plus sûr de croire. Monsieur Cooper, avait dit le médecin, posant une main sur mon épaule, votre femme est stable maintenant, mais le traumatisme a été important. Elle aura besoin de temps et de soutien pour récupérer, physiquement et émotionnellement. J'ai hoché la tête, déterminé à être le roc dont Grace avait besoin. Je n'avais aucune idée alors que les fondations de notre mariage avaient déjà commencé à se fissurer, ou que la pire tempête de nos vies commençait à se former à l'horizon. Grace est revenue de l'hôpital une femme différente. La designer vibrante et passionnée dont j'étais tombé amoureux avait été remplacée par quelqu'un de plus silencieux, quelqu'un qui se déplaçait dans notre condo comme un fantôme, touchant les choses comme pour s'assurer qu'elles étaient réelles. Je me suis dit que c'était temporaire. Le deuil a son propre calendrier, et je devais être patient. Tu veux du petit déjeuner ? J'ai demandé un matin, environ 2 semaines après sa sortie. Je m'étais levé tôt pour lui faire ses crêpes aux myrtilles préférées. Grace a regardé fixement l'assiette que j'avais posée devant elle. « Je n'ai pas faim » a-t-elle dit platement, la repoussant. « Tu dois manger quelque chose » ai-je insisté, essayant de garder ma voix douce. Le docteur a dit. Je sais ce que le docteur a dit. Son cri soudain nous a surpris tous les deux. Je suis désolé, a-t-elle ajouté immédiatement, se frottant les tempes. Je ne peux pas faire ça maintenant. C'est devenu une habitude. Je tendais la main, et Grace se retirait. J'essayais de parler de ce qui s'était passé, et elle changeait de sujet ou quittait la pièce. Quand j'ai suggéré une thérapie de deuil, elle m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose de honteux. Je n'ai pas besoin d'un étranger pour me dire comment me sentir, dit-elle froidement. Les nuits étaient les pires. Grace se recroquevillait au bord de notre lit, me tournant le dos. Parfois, je me réveillais au son de ses pleurs dans la salle de bain, la douche coulant pour masquer le bruit. Quand je frappais à la porte, elle me disait qu'elle allait bien, qu'elle avait juste besoin d'espace. Je me suis jeté dans mon travail, restant de plus en plus tard au bureau, me disant que je lui donnais l'espace dont elle avait besoin. En réalité, j'évitais la tension grandissante à la maison. Mais même ma carrière, la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir compter, commençait à montrer des fissures. Nous devons parler du projet Westfield, dit mon patron, Derek, un après-midi,
fermant la porte de mon bureau derrière lui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé, levant les yeux de mon écran. Leur date limite n'est que dans 3 semaines. Derek se tortillait d'inconfort. Il n'était pas enchanté par les designs initiaux. Ils envisagent de passer à quelque chose de plus automatisé. Automatisé. Tu veux dire qu'ils veulent utiliser une plateforme de design AI? J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ils l'ont testé et aiment les résultats. Ce n'est rien de personnel, Mason. C'est juste des affaires. Mais cela me semblait personnel. J'avais l'impression que tout ce qui était solide dans ma vie se transformait en sable sous mes pieds. Un soir, je suis rentré plus tôt que d'habitude, avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré, une sorte d'offrande de paix. Je l'ai trouvé assise sur notre balcon, contemplant l'horizon de Chicago, un verre de vin à la main. J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble, dis-je, brandissant le sac. Grace se retourna, et un instant, je vis quelque chose comme de l'espoir vaciller dans ses yeux avant de s'éteindre. J'ai déjà mangé, dit-elle. Bien sûr que oui, marmonnai-je, posant le sac plus fort que nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Grace avait un ton que je connaissais trop bien. Rien. Ça ne veut rien dire. J'étais trop fatigué pour une autre dispute qui n'irait nulle part. Non, dis ce que tu penses, me défiatait-elle en se levant. Au moins l'un de nous devrait être honnête. Je ne me suis pas laissé prendre au piège. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis parti, me demandant combien de temps nous pourrions continuer ainsi avant que quelque chose ou quelqu'un ne craque complètement. Les semaines se transformant en mois, je me suis demandé si Grace voyait quelqu'un d'autre. Cette pensée me rongeait pendant les nuits blanches. Elle a commencé à rentrer plus tard. Ses explications étaient vagues. Les réunions clients et les délais de projet sont devenus ses mantras. Je voulais la croire, mais le doute est un poison puissant. Un soir, alors que Grace était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai vérifié son téléphone. Mes mains tremblaient en entrant son code, me sentant comme un voleur dans ma propre maison. J'ai parcouru ses messages, ses emails et son historique d'appels, cherchant des preuves de trahison. Je n'ai rien trouvé. Pas de SMS suspects. Pas de numéros inconnus appelés à plusieurs reprises. Pas de mails incriminants. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie se sentait encore plus confuse. S'il n'y avait personne d'autre, pourquoi se retirait-elle si complètement? Pendant ce temps, au travail, les choses se détérioraient rapidement. De plus en plus de clients choisissaient les solutions de conception basées sur l'IA plutôt que les designers humains. Le projet Westfield n'était qu'un début. Nous devons parler, Mason, a dit Derek lors de notre examen mensuel. Son expression était sombre. L'entreprise restructure le département de design. Nous réduisons l'équipe de 30%. J'ai redressé mes épaules en rencontrant son regard directement. Et je fais partie de ces 30%. Ce n'était pas une question, mais Derek a hoché la tête quand même. Je me suis battu pour toi, mais les chiffres ne mentent pas. Les designs générés par l'IA réduisent nos coûts de 60% tout en offrant des résultats comparables. Comparable n'est pas la même chose que mieux, ai-je argué, gardant ma voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Ces algorithmes ne peuvent pas comprendre l'émotion humaine. Ne peuvent pas se connecter avec les clients sur un plan personnel. Je le sais. Tu sais ça. Mais le conseil d'administration voit le résultat net. Derek a soupiré. Tu recevras une généreuse indemnité de départ. J'ai aussi préparé quelques recommandations si tu veux faire de la pige. Je suis sorti du bâtiment cet après-midi-là avec une boîte en carton contenant 7 ans de ma vie professionnelle et aucune idée de ce qui allait suivre. J'ai conduit dans Chicago pendant des heures, évitant de rentrer chez moi dans notre condo vide. Évitant de dire à Grace que j'avais échoué à la seule chose pour laquelle je pensais être bon. Quand je suis finalement rentré, j'ai trouvé Grace assise à sa table à manger, entourée d'échantillons de design. J'ai quelque chose à te dire, dis-je, posant ma boîte d'affaires. Elle leva les yeux, ses yeux s'écarquillant en voyant la boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon emploi. La révolution de l'IA est finalement venue me chercher. J'ai essayé de rire, mais ça a sonné creux. Un instant, quelque chose comme de la compassion a vacillé sur le visage de Grace. Puis elle a détourné le regard. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas nous. Toi.
La distinction ne m'a pas échappé. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais je m'en sortirai. Je m'en sors toujours. J'attendais des critiques, peut-être même des reproches. Au lieu de cela, Grace a juste hoché la tête et est retournée à ses échantillons comme si l'implosion de ma carrière n'était qu'un autre mardi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, me demandant comment nous étions devenus de tels étrangers l'un à l'autre. Quand avions-nous cessé d'être des partenaires? Cessé d'affronter les défis de la vie ensemble. J'ai pris une décision alors. Je me battrais pour ma carrière, me battrais pour mon mariage, me battrais pour la vie que nous avions prévue ensemble. Je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. Mais le matin a apporté une autre dispute, une autre épaule froide, et je me suis retrouvé à me demander si je me battais pour quelque chose qui n'existait plus. Un mois après avoir perdu mon emploi, je peinais toujours à trouver mes marques. L'indemnité de départ m'aidait à payer les factures, mais le travail de design en freelance était plus difficile à trouver que Derek ne l'avait suggéré. Les entreprises voulaient des designers assistés par l'IA capables d'utiliser les nouvelles plateformes, pas des designers traditionnels comme moi. J'ai commencé à apprendre les nouveaux outils de design AI, passant des heures à la bibliothèque puisque nous avions dû annuler notre connexion Internet à domicile pour réduire les coûts. Grace ne s'est pas plainte des coupes budgétaires. Elle était trop occupée par un projet majeur pour la maison de vacances de milliardaires de la technologie, mais je sentais le poids de son silence. Chaque soir, elle rentrait plus tard. Chaque matin, elle partait plus tôt. Nous devrions parler de ce qui se passera quand l'indemnité de départ sera épuisée. J'ai dit un soir rare où nous étions tous les deux à la maison pour le dîner. Grace a poussé la nourriture dans son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous pourrions avoir besoin de réduire nos dépenses. Ce condo. Je ne vends pas notre maison. Elle a interrompu brusquement. Ma carrière va bien. Nous pouvons nous en sortir. Il ne s'agit pas seulement d'argent. J'ai essayé d'expliquer. Il s'agit de nous, de là où nous allons. On ne se voit presque plus. On ne se parle presque plus. Après tout ce qui s'était passé. Grace prévint, les jointures blanches autour de sa fourchette. N'en parle pas, il faut qu'on en parle un jour. Grace. On a perdu un enfant. Le bruit de sa fourchette heurtant l'assiette me fit taire. J'ai perdu un enfant. Corrigea-t-elle, sa voix froide. C'est moi qui l'ai senti grandir en moi. C'est moi qui me suis réveillé dans une mare de sang. Toi. Tu as reçu un coup de téléphone. Ces mots frappaient comme des coups physiques. Je me levai, ayant besoin de distance avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Ce n'est pas juste, et tu le sais. J'essaie de nous aider à guérir, mais tu ne me laisses même pas entrer. Peut-être que je ne veux pas de ton aide. Répliqua TL. Peut-être que j'en ai marre que tu essaies de tout arranger comme si ce n'était qu'un autre projet avec une date limite. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Demandai-je, la frustration débordant finalement. Parce que j'ai essayé tout ce que je savais faire. Je t'ai donné de l'espace. J'ai essayé de parler. J'ai reculé. Rien ne marche. Rien ne te touche. Grace se leva brusquement, attrapant son sac. J'ai besoin d'air, marmonna TL, se dirigeant vers la porte. Il est plus de 21 heures. Fis-je remarquer en la suivant. Où vas-tu? Dehors, dit-elle simplement avant de claquer la porte derrière elle. Je restais seul dans notre cuisine, entouré des restes d'une autre tentative ratée de connexion. Quelque chose en moi a craqué. Si Grace ne voulait pas me parler. Peut-être parlerait-elle à un professionnel. J'ai appelé et pris rendez-vous avec un conseiller conjugal, laissant un message sur le téléphone de Grace avec les détails. Cette nuit-là, alors que je gisais dans notre lit vide à deux, mon téléphone a vibré avec un SMS de Grace. Impossible de venir au rendez-vous. Je travaille. 3 mots qui semblaient résumer l'état de notre mariage. J'ai fixé le plafond. Pesant des options que je n'aurais jamais pensé devoir considérer. Combien de temps pourrions-nous continuer ainsi? Combien de plus pourrais-je supporter avant de partir? Cesser de ressentir l'envie d'abandonner et commencer à ressentir l'envie de survivre. Le point de rupture est arrivé de manière inattendue. J'avais passé la journée à un salon de l'emploi. Écoutant des entreprises technologiques décrire leurs candidats idéaux. Plus jeunes, plus adaptables,
maîtrisant les plateformes d'IA que j'avais encore du mal à maîtriser. Au moment où je suis rentré chez moi, ma confiance était au plus bas. Tout ce que je voulais, c'était une soirée tranquille et peut-être une bière fraîche. Au lieu de cela, j'ai trouvé Grace en train de faire ses valises. Que se passe-t-il? J'ai demandé, même si je me doutais déjà de la réponse. Je vais rester chez Diane quelques jours, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Diane était sa meilleure amie, quelqu'un qui ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Quoi? J'ai exigé, une poussée de frustration l'emportant sur ma prudence habituelle. Grace a finalement arrêté de faire ses valises et m'a fait face. Parce que je n'en peux plus, Mason. Je ne peux plus vivre comme des colocataires qui tournent en rond, attendant que quelque chose change. Alors? Ta solution, c'est de partir? Ça va arranger les choses? Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour rester calme. Rien n'arrange les choses, cria Grace, sa contenance finissant par craquer. Ni le temps, ni l'espace. Ni ton harcèlement constant et tes tentatives de parler de sentiments dont je ne veux pas discuter. Je me rapprochai. Tu n'as même pas essayé. Grace. Tu ne vas pas en thérapie. Tu ne me parles pas. Tu ne me laisses pas entrer. Parce que tu ne peux pas comprendre. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait de perdre un enfant qui grandissait en toi. Je l'ai perdu aussi. J'ai dit. La voix brisée. C'était mon fils aussi. Ce n'est pas pareil, murmura Grace, mais une partie du feu s'était éteinte dans sa voix. Non, ce n'est pas pareil, acquiesçai-je. Mais ça ne veut pas dire que mon chagrin n'est pas réel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert aussi. Nous nous tenions face à face. La vérité que nous avions évitée pendant des mois était enfin mise à nu entre nous. Grace s'essuya les yeux avec le dos de la main. Je dois y aller, dit-elle finalement, fermant sa valise. Je dois savoir si ce mariage est quelque chose que je peux encore sauver. Si tu peux sauver, répétai-je. Ce n'est pas seulement de ta faute, Grace. Ça nous concerne tous les deux. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être la seule à me noyer, demanda-t-elle. Je la regardai rassembler ses affaires, me sentant étrangement calme. Quelque chose avait changé en moi. Tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, je pris une décision qui me surprit moi-même. Je serai parti quand tu reviendras, dis-je doucement. Grace se figea, se tournant lentement pour me faire face. Quoi? Tu as besoin d'espace. Je te le donnerai. Tout. Je rencontrai son regard avec assurance. Prends ton temps, Anne. Quand tu reviendras, je ne serai plus là. Mason, ce n'est pas ce que je. C'est ce dont nous avons tous les deux besoin, l'interrompis-je. Une rupture nette. Plus de tourbillons. Plus de demi-mesure. Elle me regarda, cherchant quelque chose sur mon visage. De l'hésitation, peut-être, ou des signes que je ne le pensais pas. Mais ma décision était prise. Quoi qu'il arrive ensuite. Cela ne pouvait pas être pire que cette lente et douloureuse désintégration de tout ce que nous avions construit ensemble. Après le départ de Grace, je me suis assis seul dans notre condo silencieux. Planifiant mon évasion d'une vie qui ne me ressemblait plus. Je suis parti sans dire au revoir. Pas de mots, pas d'explication au-delà de notre dernière conversation. Peut-être que cela fait de moi un lâche. Mais les mots semblaient inutiles après des mois à tourner en rond. Renifle, j'ai fait l'essentiel de mes bagages pendant que Grace était chez Diane. Vêtements, mon ordinateur portable, des documents importants. Et le peu d'argent liquide qu'il me restait après le licenciement. J'ai retiré le reste de l'argent de notre compte joint, à peine suffisant pour quelques semaines si j'étais prudent. Et j'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. Quitter le bâtiment avec ma vie condensée dans un sac de sport et un sac à dos m'a semblé surréaliste, comme si je regardais quelqu'un d'autre prendre cette décision. Mais à chaque pas, une étrange légèreté grandissait dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, j'agissais au lieu de simplement réagir. J'ai roulé vers le nord sans destination précise. Juste une vague idée de trouver un endroit calme pour me ressourcer. Le lac Michigan est devenu ma boussole. J'ai suivi son rivage jusqu'à ce que les lumières de la ville s'estompent derrière moi, et que la route s'ouvre devant. Près d'une petite ville appelée Harbor Springs. J'ai aperçu un panneau, cabine à louer, sur une boîte aux lettres rurales.
L'endroit n'était guère plus qu'un cabanon amélioré en lisière de bois, mais il y avait l'électricité, l'eau courantée, surtout, aucun souvenir de Grèce. Le propriétaire âgé, Ed, semblait indifférent à mon manque d'emploi ou de référence. Le loyer est dû le 1er du mois, en espèces seulement. Gardez l'endroit debout et nous nous entendrons bien, dit-il en me tendant une clé rouillée. Cette première nuit seule dans la cabine, je me suis assis sur le porche, regardant les étoiles apparaître au-dessus du lac. Le silence était absolu. Pas de bruit de circulation, pas de voisins, pas d'espace rempli de tension entre deux personnes qui ne pouvaient pas retrouver leur chemin l'une vers l'autre. J'ai respiré profondément, remplissant mes poumons d'air au parfum de pin, et j'ai senti quelque chose en moi commencer à se détendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'avais besoin de revenus, et vite. Ouvrant mon ordinateur portable, j'ai créé des profils sur toutes les plateformes de design freelance que j'ai pu trouver. Mon argument était simple, designer expérimenté en reconversion aux outils assistés par l'IA, offrant des services à des tarifs compétitifs tout en construisant mon portfolio dans les nouvelles technologies. À ma surprise, le travail a commencé à affluer presque immédiatement. De petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des solutions entièrement automatisées, mais avaient besoin d'aide en matière de design. Je passais 16 heures par jour à apprendre de nouveaux programmes et à réaliser des projets, tombant épuisé au lit, mais avec un sentiment d'accomplissement qui m'avait manqué trop longtemps. Je n'ai pas contacté Grèce. Je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux pour voir si elle me cherchait. J'ai simplement disparu, me débarrassant de mon ancienne vie comme un serpent se débarrasse d'une peau trop petite. Certaines nuits, allongé sur le matelas bosselé de la cabane, je me demandais si elle était inquiète, si elle me manquait, si elle était en colère contre mon départ abrupt. D'autres nuits, je dormais sans rêver, libéré du poids de notre chagrin partagé et du ressentiment croissant. 3 semaines après mon exil volontaire, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Chicago, à mon ancien travail, ni même à Grèce pendant une journée entière. Cette révélation aurait dû me troubler. Au lieu de cela, elle ressemblait à la première vraie guérison après une année de blessures ouvertes. 2 mois après le début de ma nouvelle vie, je reconnaissais à peine l'homme que j'étais devenu. Ma barbe avait poussé épaisse, ma pâleur citadine remplacée par un bronzage sain dû au travail en extérieur. Ed, mon propriétaire, avait commencé à m'embaucher pour des petits boulots sur sa propriété, réparer le porche affaissé de sa maison, repeindre les dépendances, défricher les broussailles. Le travail physique était thérapeutique, un contrepoint bienvenu au travail de conception numérique qui payait mes factures. J'avais pris une routine qui me semblait étonnamment naturelle. Les matins commençaient avec un café sur le porche, à regarder la brume monter du lac. Les journées étaient partagées entre des projets en freelance et des travaux manuels. Les soirées étaient dédiées à la lecture, au dessin ou simplement à s'asseoir sous les étoiles, à penser à tout et à rien. J'ai acheté un kayak d'occasion dans un magasin local et j'ai commencé à explorer le rivage, trouvant des criques cachées et des plages désertes. L'immensité du lac Michigan devint une métaphore de ma vie. Un territoire à la fois intimidant et plein de possibilités. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps. J'avais créé une nouvelle adresse email pour les clients et ne consultais mon ancienne que de temps en temps. Pas de message de Grèce. Qu'elle me donne de l'espace ou qu'elle en ait simplement fini avec moi. Le résultat était le même, le silence. Puis vint l'accident. J'aidai Ed à remplacer des poutres de soutien pourries sous sa terrasse quand un été temporaire céda. 2000 livres de pression prirent ma jambe gauche, la broyant contre les fondations. La rapidité d'Ed me sauva du pire. Il utilisa le cric de son camion pour soulever la terrasse juste assez pour que je puisse me libérer. La clinique rurale n'était pas équipée pour les blessures complexes. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, le docteur a expliqué, étudiant mes radiographies. Le tibia est brisé en 3 endroits. Nous pouvons vous stabiliser, mais vous avez besoin de spécialistes. Combien cela coûtera-t-il? J'ai demandé, sachant que ma couverture catastrophique avait expiré avec mon emploi. L'expression du docteur m'a tout dit. Votre meilleure option est Chicago Northwestern. Ils ont une excellente équipe d'orthopédistes. Chicago, l'endroit que j'avais tant travaillé à fuir. Mais allongé là, drogué et désespéré, je ne pouvais imaginer aucune alternative. Ed me conduisit à la gare le lendemain matin,
ma jambe immobilisée dans une attelle temporaire. Es-tu sûr que quelqu'un va te chercher? Demanda-t-il, inquiet. J'ai hoché la tête, un mensonge plus facile qu'une explication. Je n'avais qu'une seule personne à appeler à Chicago, mon ancien patron, Derek. À son crédit, Derek ne posa aucune question quand j'ai appelé du train. Je viendrai te chercher. Tu pourras rester chez nous jusqu'à ce que tu sois remis. Alors que le paysage extérieur passait du Michigan rural aux banlieues de l'Indiana jusqu'à la skyline familière de Chicago, je me débattais avec des émotions contradictoires. J'avais quitté cette ville déterminée à ne jamais y revenir. Maintenant, je revenais brisé à bien des égards. Face à des opérations chirurgicales que je ne pouvais pas me permettre et une convalescence qui ferait dérailler l'indépendance que j'avais lutté pour établir. Le train entra en gare d'Union Station alors que le soir tombait. Je boitais vers la sortie principale avec des béquilles. Me sentant comme un soldat vaincu rentrant d'une campagne ratée. Derek et sa femme, Sarah, m'ont accueilli dans leur maison de banlieue sans poser de questions et sans juger. La chambre d'amis est devenue mon espace de convalescence après l'opération. Une procédure qui a inséré une tige et 6 vis dans ma jambe brisée. Le chirurgien orthopédiste a promis que je marcherais à nouveau normalement, mais a averti que le processus prendrait des mois. Tu es le bienvenu aussi longtemps que tu en as besoin, m'a assuré Sarah pendant le dîner une semaine après mon opération. Nous avons beaucoup de place. J'apprécie, mais je ne peux pas m'imposer indéfiniment, ai-je répondu. Mal à l'aise avec leur générosité. Une fois que je serai suffisamment mobile avec des béquilles, je trouverai mon propre logement. Derek a échangé un regard avec sa femme. À ce propos, Mason. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mon estomac s'est serré. Est-ce Grace? Il s'est passé quelque chose? Elle te cherchait, a dit Derek avec prudence. Elle est venue au bureau environ un mois après ton départ, demandant si quelqu'un avait de tes nouvelles. Je l'ai regardé, traitant cette information. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que je n'avais pas eu de tes nouvelles. C'était avant ton accident. Il a hésité. Elle semblait inquiète, Mason, pas en colère, juste concernée. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'amis. J'ai lutté avec cette nouvelle connaissance. Grace m'avait cherché. Est-ce que ça signifiait qu'elle s'en souciait? Ou était-elle juste en train de régler des détails? La question me hanta pendant une nuit agitée. Pendant la physiothérapie le lendemain. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Derek m'a dit que tu étais de retour. Nous devons parler. Mon cœur battait la chamade. Devrais-je répondre? Que dirais-je même? Désolé d'avoir disparu? Je n'étais pas désolé. Partir avait été nécessaire à ma survie. Après 3 jours de débat interne, j'ai finalement envoyé un message. Je reste avec Derek et Sarah pendant ma convalescence après une opération. Je me suis cassé la jambe dans le Michigan. La réponse de Grace est venue immédiatement. Je peux te rendre visite? Ces 4 mots portaient le poids de toute notre histoire. Je les ai fixés jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse, puis j'ai tapé « oui ». L'après-midi suivant, j'entendis sa voiture s'arrêter dans l'allée de Derek. J'étais seul dans la maison. Derek et Sarah s'étaient discrètement trouvé des courses à faire. Je m'installai dans le salon, la jambe calée sur des coussins, essayant de paraître décontracté malgré mon pouls battant. La sonnette retentit. Prenant une grande inspiration, j'ai crié « c'est ouvert ». Grace est entrée, hésitant sur le seuil. Elle semblait plus mince que dans mon souvenir, ses cheveux noirs plus courts, encadrant un visage qui montrait des signes de tension. Mason, dit-elle doucement. Juste mon nom, rien de plus. Bonjour, Grace, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Elle s'avança dans la pièce, les yeux fixés sur ma jambe surélevée avec son pansement chirurgical et ses supports métalliques. Que s'est-il passé? Accident de construction. Je travaillais sur une terrasse qui s'est effondrée. Grace s'assit dans le fauteuil en face de moi. Une terrasse? Tu étais un designer. J'étais un designer, corrigeai-je. J'ai fait tout ce qui payait les factures. Elle regarda autour de la pièce, partout sauf directement moi. Je te croyais mort. Elle dit finalement, quand des semaines se sont écoulées sans nouvelles, je pensais. Je ne savais pas quoi penser.
Je n'avais pas l'intention de mourir. Je dis, essayant un humour qui tomba à plat. J'avais besoin d'espace pour comprendre les choses. Alors, tu as juste disparu? La voix de Grace s'éleva. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait? Je suis rentré de chez Diane m'attendant à une dispute, pas à un appartement vide. Me laisserais-tu partir si je l'avais demandé? Je l'ai défié. Elle a détourné le regard. Ce n'est pas le propos. C'est exactement le propos. Nous nous détruisions mutuellement, Grace. Chaque conversation devenait une bataille. Chaque silence était chargé de reproches. Alors, fuir était ta solution? Ses yeux ont brillé. Très mature, maçonne. Il ne s'agissait pas de maturité. Il s'agissait de survie. J'ai bougé, grimaçant alors qu'une douleur me traversait la jambe. Je me noyais dans cet appartement, dans notre mariage. Je ne pouvais plus respirer. L'expression de Grace s'adoucit légèrement devant mon évident inconfort. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Demanda-t-elle, sa voix plus petite maintenant. Nous étions si bien ensemble. Nous avons perdu notre fils. J'ai dit simplement, et au lieu de faire notre deuil ensemble, nous nous sommes retournés l'un contre l'autre. Grace baissa les yeux sur ses mains jointes. Ma thérapeute dit que je te punissais parce que tu n'étais pas là quand c'est arrivé. Ta thérapeute? Je ne m'attendais pas à ça. Elle hocha la tête. J'ai commencé à la voir environ un mois après ton départ. J'ai réalisé que je ne pouvais plus gérer ça seul. Nous nous sommes assis en silence, le poids de ces mots s'installant entre nous. Je souffre aussi, Grace. Dis-je enfin, chaque jour. Mais tu m'as exclu. Tu m'as fait sentir que ma douleur ne comptait pas parce qu'elle n'était pas physique. Je sais. Murmura-t-elle. J'étais tellement perdu dans ma propre douleur, je ne pouvais pas voir la tienne. Un autre silence, moins tendu qu'avant. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Grace. Je ne sais pas, avouai-je. Je dois me concentrer sur la guérison, retrouver du travail, construire une sorte de vie. Seul? La question contenait plusieurs couches de sens. Cela dépend, dis-je, croisant son regard. La thérapie t'a aidé. Peut-être qu'elle pourrait nous aider, si tu es prête à essayer. L'espoir vacilla sur son visage. Tu envisages une thérapie? Après tout ça. Je ne t'ai jamais arrêté de t'aimer, Grace. Je ne pouvais simplement pas continuer à t'aimer comme les choses étaient. Elle tendit la main à travers l'espace qui nous séparait. Prenant timidement ma main. Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. Même quand j'étais furieuse que tu sois parti. Même quand je pensais que je ne te reverrais peut-être jamais. Son toucher était familier, mais nouveau. Comme retourner dans un endroit préféré. Changé par les saisons. Nous étions des personnes différentes maintenant, altérées par le chagrin, la séparation et les parcours individuels que nous avions entrepris. Il restait à voir si ces changements nous rapprocheraient ou confirmeraient notre incompatibilité. Un jour à la fois, suggérai-je. Grace hocha la tête, serrant ma main. Un jour à la fois. Alors que nous étions assis ensemble dans cet espace emprunté, je sentis quelque chose changer. Pas une réconciliation spectaculaire, mais une ouverture discrète. Une possibilité là où auparavant il n'y avait que des murs. Un an après mon accident. Je me tenais debout sur mes deux pieds au bord du lac de Chicago, regardant le lever du soleil d'Orelo. Ma jambe gauche, bien que cicatrisée et parfois raide, avait suffisamment bien guéri pour que je marche sans boiter. Un petit miracle. Selon mon chirurgien. Plus miraculeux encore était le chemin que Grace et moi avions parcouru. Les séances de thérapie hebdomadaires avaient évolué d'excavation douloureuse du passé à une planification réfléchie de notre avenir. Nous avions vendu le condo du centre-ville. Trop rempli de souvenirs difficiles, et loué une petite maison à Evanston avec une cour et un jardin que Grace faisait revivre. Désolé d'être en retard, cria Grace, courant vers moi avec 2 tasses de café. La file d'attente au café était dingue. Ça valait la peine d'attendre, dis-je. Acceptant la tasse fumante et embrassant sa joue. Ces petites affections, autrefois routinières, puis impossibles, semblaient maintenant précieuses, des choix délibérés plutôt que des habitudes. Nous marchions le long du rivage. Nos épaules se frôlant occasionnellement. Le lac Michigan s'étendait devant nous, vaste et humble.
J'ai eu la promotion, dit Grace soudainement, directrice créative pour toute l'entreprise. C'est fantastique. Je me tournai vers elle, réellement ravi. Sa carrière avait fleuri pendant que la mienne s'était transformée. Après des mois de freelance, je m'étais associé à un développeur pour créer des outils de design accessibles pour les propriétaires de petites entreprises non techniques. L'approche anti-IA, comme nous l'appelions. Cela signifie plus de voyages, a-t-elle prévenu, du moins au début. On s'en sortira, les jeux assurés. On est doué pour l'adaptation maintenant. Grace a souri, glissant sa main dans la mienne. On a eu de l'entraînement. Le chemin de la réconciliation n'avait pas été sans heurts. Nous avions fait face à des revers, à des disputes où de vieilles habitudes menaçaient de refaire surface. À des moments où le chagrin refaisait surface de manière inattendue. Mais nous avions appris à naviguer ensemble dans ces eaux, sans nous noyer ni laisser l'autre sombrer. J'ai quelque chose pour toi, dit Grace, fouillant dans sa poche. Elle me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une image en noir et blanc, granuleuse, d'apparence étrange, mais indubitable. Une échographie. Je levai les yeux, incapable de former des mots. 10 semaines, a confirmé Grace, son sourire tremblant. Tout semble sain. Le médecin dit qu'il n'y a aucune raison de s'attendre à des complications. Je l'ai attirée dans une étreinte prudente, conscient de ce qu'elle portait. Es-tu prête pour ça? J'ai demandé contre ses cheveux. Sommes-nous? Elle a hoché la tête contre ma poitrine. J'ai peur, a-t-elle admis, mais pas comme avant. Cette fois, nous l'affrontons ensemble. Nous restions enlacés tandis que des joggeurs matinaux passaient et que des mouettes tourbillonnaient au-dessus de nous. L'avenir s'étendait devant nous, non écrit, mais plein de possibilités. Plus tard, en rentrant, Grace demanda, « Regrettes-tu d'être parti cette nuit-là » J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je regrette la douleur que cela t'a causée, mais je ne regrette pas le voyage. Sans nous briser complètement, je ne pense pas que nous aurions pu reconstruire quelque chose de plus fort. Grace hocha la tête, sa main posée sur son ventre encore plat. Des fins viennent les débuts. Dans le silence de notre voiture, ces simples mots résumaient tout. La perte qui nous avait presque détruits, la séparation qui nous avait finalement sauvés, et une nouvelle vie grandissant maintenant entre nous. Un futur qu'aucun de nous n'avait osé imaginer dans nos jours les plus sombres.